Un très très grand bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau point marché avec Carmignac. Donc dans son nouveau format mensuel, avec Augustin Rado, aujourd'hui donc spécialiste produit chez Carmignac. Coucou Augustin. Bonjour Iben. Donc, chers participants, si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si jamais également vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, Augustin, avec tout d'abord tes commentaires sur l'évolution des principaux indicateurs. Donc, Augustin, on t'écoute. Super, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, je trouvais que le mois de janvier avait fait du bien. Parce que on a eu une remontée de tous les actifs risqués, donc que ce soit les marchés actions ou marchés obligataires. Et après une année 2022 qui a été extrêmement compliquée, assez périlleuse, oui, c'est un mois de janvier qui fait du bien. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc on a eu donc une hausse à la fois corrélée des marchés actions et des marchés de crédit. Et tout ça, ça a été soutenu par une stabilisation, une baisse des taux d'emprunt souverains, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ça a permis un environnement globalement très favorable à tous les actifs risqués, et notamment aussi à l'euro et à l'or. Alors, petite différence par rapport à l'année 2022, quand on regarde en détail par rapport aux zones géographiques, on a une surperformance des marchés actions émergents, notamment en Chine et aussi en Europe. Alors, la clé de ce mois de janvier, la grande différence par rapport à 2022 qui était très axé sur l'inflation. 2023, on a eu des investisseurs qui s'intéressaient plutôt aux dynamiques de croissance. Et on a eu pas mal de bonnes nouvelles sur le front de la croissance, finalement, sur ces deux régions-là, en Chine et en Europe. Alors, en Chine, tout d'abord, Xi Jinping a fait un 180, un pivot total sur tout ce qui avait pu peser sur le marché chinois en 2021 notamment, mais aussi en 2022 d'une certaine manière. Donc, à la fois sur le marché immobilier, sur les réglementations sur certains secteurs, sur le Covid, on a une réouverture totale, donc la fin d'un confinement forcé, et une stabilisation des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Donc, tous les feux au vert pour la région, et des économistes qui ont revu à la hausse les anticipations de croissance en Chine, donc à 5% pour 2024. Donc, la Chine qui devient le moteur de la croissance en 2023, donc à l'inverse de ce que c'était en 2022. Donc, on comprend cette surperformance du marché chinois. Et puis, bonne nouvelle aussi sur le front de la croissance européenne, parce que l'Europe donc bénéficie entre autres de la réouverture chinoise. La Chine, c'est 8% des revenus de l'Europe. Bénéficie de ces réouvertures chinoises, mais aussi des États-Unis qui vont rentrer en récession probablement plus tard dans l'année. Donc, on a repoussé l'entrée en récession des États-Unis. Et puis, vous le savez, l'Europe qui bénéficie donc de mesures budgétaires des États. Et ces mesures budgétaires, elles visaient entre autres à caper le prix de l'énergie, notamment en Allemagne. Et on a eu un hiver, pour l'instant, relativement doux. Donc, une consommation modérée et des prix du gaz notamment qui ont baissé. Et donc, ça a également allégé la facture énergétique et la facture budgétaire des États. Donc, on a eu pas mal de bonnes nouvelles sur le front de la croissance européenne, et donc une croissance qui a été revue à la hausse également. Et ça explique la bonne performance des marchés actions de la zone euro aussi sur le mois. Et j'ajouterais que cette croissance améliorée sur l'Europe, c'est également ce qui a permis à l'euro de s'apprécier vis-à-vis du dollar. Et ce qui est intéressant donc, sur ce mois exceptionnel qu'on a eu de janvier, c'est cet environnement que les financiers ont appelé de Goldilocks. Alors, c'est là-dessus que j'ai voulu un petit peu m'arrêter ce mois-ci. Si on regarde la superbe illustration qu'on vous propose pour ce mois-ci, donc Goldilocks, c'est boucle d'or. Donc, les financiers adorent cette expression. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais boucle d'or qui est chez ses amis les oursons, et qui goûte aux différents potages, et qui finalement en trouve un trop chaud, un trop froid, et finalement se jette sur le potage du dernier ourson qui est à température parfaite. Et aujourd'hui, les marchés considèrent qu'on est dans un environnement qui est parfait pour les actifs risqués, ni trop chaud, c'est-à-dire pas trop d'inflation, et ni trop froid, c'est-à-dire une croissance qui certes ralentit, mais qui est plutôt résiliente.
Donc, un environnement parfait, Goldilocks pour les marchés financiers. Et d'ailleurs, si on regarde sur le slide suivant, on prend un peu de recul sur cette inflation. On voit donc ici, on vous a mis l'inflation aux États-Unis et en Europe. On voit un point haut atteint en septembre. Et sans surprise, les marchés actions, le point bas des marchés actions a aussi été atteint en septembre-octobre. Donc, on a vraiment voilà, une corrélation entre cette désinflation dans les pays développés et la reprise des marchés actions. Et à juste titre. Et cette désinflation, elle est due à quoi? Elle est due à la baisse de l'énergie, mais aussi à la baisse des prix de consommation. Donc voilà, on comprend aussi l'amélioration de la confiance des consommateurs, notamment en Europe, à ce sujet-là. Et c'est normal que les marchés aussi s'en satisfassent. Et cette désinflation, elle est également due à l'action des banques centrales qui a été très marquée et très forte en 2022. Et si on regarde sur le slide suivant, alors là aussi, on a voulu illustrer de manière un petit peu amusante ce qui avait pu se passer. 2022, ça a été la course des banquiers centraux derrière l'inflation. Rappelez-vous, au début 2022, même Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, disait que l'inflation était transitoire, et il avait tort et il l'a reconnu. Et derrière, on a eu des banquiers centraux qui ont véritablement couru derrière l'inflation, à l'exception de certains pays, notamment en Amérique latine, au Brésil notamment, qui est des pays qui étaient en avance sur ce resserrement monétaire, donc qui ont bien pu gérer cette inflation. Mais voilà, la bonne nouvelle cette année, et c'est aussi pour ça que les marchés s'emballent un petit peu, c'est que a priori, on le voit sur ce dessin, les banquiers centraux aux États-Unis et en Europe ont fait la majorité du chemin sur ce resserrement monétaire. Donc, on est vraiment dans l'idée que potentiellement, on peut retourner une inflation cible, c'est-à-dire proche des 2%, sans pour autant avoir déstabilisé trop la croissance. Voilà. Et ça t'amène justement à donner comme message justement du mois, pour le coup, que la conviction des marchés et que l'économie mondiale peut atterrir en douceur. C'est-à-dire donc profiter justement à la fois d'une baisse de l'inflation associée à un ralentissement modéré de l'économie. Et le mot modéré est important. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça le Goldilocks, c'est aussi l'atterrissage en douceur, donc le soft landing. On lit souvent ça dans l'actualité. Et c'est vraiment ça qui explique la performance des marchés pour le mois de janvier. Du coup, c'est votre scénario central à date, en tout cas. C'est le scénario central de Carmignac. En tout cas, on en a tiré parti dans nos stratégies. On a tiré parti de cet engouement des marchés, de cette amélioration des perspectives de croissance. Oui. Donc, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ça fait du bien. Et alors, petite transition, un pays dont on a parlé et qui, lui, n'a pas à avoir peur de l'inflation, c'est la Chine. Donc, la Chine, on l'a vu, des perspectives de croissance qui sont revues à la hausse grâce à cette réouverture. Donc, on va voir vraiment la croissance chinoise qui va vraiment mener la consommation chinoise, qui va être le moteur de cette croissance du pays, avec la réouverture, avec des Chinois qui ont accumulé pas mal d'épargne pendant ces années de confinement, donc qui sont prêts à redépenser cet argent. Mais en revanche, peu de risques sur l'inflation, donc ça c'est encore mieux pour les marchés. Donc on a une super croissance et peu de risques sur l'inflation. Pourquoi? Parce que contrairement aux États-Unis et en Europe, en Chine, le gouvernement n'a pas relancé par la demande pendant la pandémie, il n'a pas soutenu les ménages. Et quand on regarde donc l'écart de production, c'est-à-dire la différence entre la production réelle et la production potentielle, on voit qu'il y a encore de la marge pour cette croissance chinoise. Et contrairement aux États-Unis, ça veut dire que le pays n'est pas en surchauffe. Et ça, c'est plutôt positif pour l'inflation. Alors, pourquoi on est positif encore? C'est une énorme conviction chez Carmignac sur la Chine, alors même que les marchés ont quand même enregistré une belle hausse depuis quelques semaines. Tout d'abord, pour les raisons qu'on a évoquées au début de la présentation, les marchés chinois ont énormément souffert, notamment en 2021, ce qui veut dire que les valorisations, encore aujourd'hui, sont très attractives, surtout si on regarde sur les moyennes de moyen long terme.
Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les perspectives de croissance des entreprises, de croissance des bénéfices des entreprises sont orientées à la hausse et sont susceptibles de continuer de surprendre à la hausse. Ça, c'est très positif, surtout quand on sait qu'aux États-Unis, à l'inverse, on est plutôt sur un risque orienté à la baisse. Et enfin, l'autre facteur de soutien, c'est que les investisseurs sont encore sous-positionnés sur ce marché chinois. Et ça veut dire qu'on peut avoir encore un potentiel, un facteur de soutien lié au flux des investisseurs sur ce marché. Alors, je disais, c'est une énorme conviction chez Carmignac et une manière de s'y exposer, d'en profiter. Vous me voyez venir, c'est via Carmignac Émergent. Carmignac Émergent, donc, qui est le fonds amiral émergent chez Carmignac et qui aujourd'hui a un peu plus de 38% d'allocation à la Chine. C'est à peu près 5 à 10% de plus que son indicateur de référence, donc l'indice mondial émergent. Et deux choses à savoir sur cette allocation chinoise, et sur l'allocation globale, mais sur l'allocation chinoise, c'est que d'une part, on est investi sur des thématiques de croissance de long terme, donc sur notamment la digitalisation, sur la santé et sur la transition énergétique. Mais aussi, l'autre point important, c'est que c'est un fonds article 9, c'est-à-dire qu'on a une gestion durable, qu'on prend, on prend en compte ces différentes caractéristiques durables dans la sélection de titres. Et donc voilà, on n'est pas complètement aveugle à ce qui se passe dans le pays et dans ces entreprises. Alors justement, c'est ce que tu disais, donc c'est un fonds qui a la particularité d'avoir à la fois un aspect financier qualitatif, mais également une dimension extra-financière prononcée. Alors on le voit, comme tu viens de l'indiquer, à travers la classification européenne de SFDR, justement article 9, qui témoigne en fait d'un engagement significatif du gérant et du processus de gestion en matière de durabilité. On le voit également à travers deux labels qui ont leur importance, le label français d'État ISR et le label également Towards Sustainability, qui est le label belge. Et donc l'aspect financier, lui, on le voit à travers notamment les 4 étoiles Morningstar, donc qui est un cabinet de référence en matière de données sur les fonds d'investissement. Peut-être un mot justement sur cette durabilité, Augustin. Comment est-ce que tu peux nous donner une illustration de comment justement vous travaillez cette durabilité au sein de l'allocation d'actifs? Alors, il y a plusieurs, la gestion durable chez Carmignac, c'est plusieurs piliers. Ce fonds-là en particulier, c'est vraiment pour Carmignac Émergent que je voudrais. Alors, pour Carmignac Émergent en particulier, il y a plusieurs piliers, notamment la sélection de titres, donc le filtre de valeurs. Donc, on va sélectionner que les valeurs qui vont avoir un score minimum, notamment lié à l'environnement ou sur le plan social. Un autre point important, c'est l'engagement avec nos entreprises. Donc, on va challenger les entreprises sur pas mal de points, sur parfois le manque de transparence, sur leur émission carbone, sur le traitement de certains employés. Et pour nous, c'est important d'avoir un contact direct avec ces entreprises pour pouvoir les challenger là-dessus et s'assurer que la trajectoire durable, parce que c'est un autre point important, on ne cherche pas simplement à investir sur les entreprises qui ont une photo à l'instant T propre, ok. On veut des entreprises qui montrent un vrai engagement vers une amélioration de ces différents facteurs. Donc, on engage avec ces entreprises pour faire changer les choses. Et enfin, sur le process global, ce qui est intéressant chez Carmignac, c'est qu'on a notre propre outil, un outil propriétaire sur la notation de ces entreprises, de la durabilité de ces entreprises. Donc, on se sert à la fois de fournisseurs externes de données pour aller chercher de l'information. On a nos analyses qui apportent sur chacune des entreprises une analyse qualitative et un avis sur justement cette trajectoire. Et voilà, on a du coup un double score entre le score de nos fournisseurs et notre score en interne, ce qui nous permet d'avoir une vue plus objective sur ce qui se passe au sein de ces entreprises. Entendu, Augustin. Alors, passons maintenant justement aux questions, et elles sont nombreuses, nos questions. Merci énormément, chers participants, d'avoir en fait tout simplement joué le jeu. Donc, une première question de Christian. Alors, il nous dit « J'ai acquis depuis le début de l'année des obligations indexées sur l'inflation pour protéger la partie obligataire de mon portefeuille contre l'inflation. Est-ce que je dois conserver
en 2023 ces obligations justement indexées sur l'inflation? Sinon, à quel moment je dois les revendre pour rebasculer sur des obligations souveraines européennes de long terme? Ça, c'est la première question qui est posée. Alors, je répondrai immédiatement en disant que mon rôle n'est certainement pas de faire de l'investissement financier. En revanche, je peux vous dire quelles sont nos convictions chez Carmignac en termes d'obligataires. Pour nous, clairement, le crédit, en règle générale, sera le moteur de performance pour 2023 parce qu'on est revenu à des taux qui sont extraordinaires par rapport aux moyennes historiques, parce que c'est une classe d'actifs qui intègre déjà les risques de récession. Contrairement à certains segments du marché action. Et globalement, sur les marchés souverains obligataires également, on est de nouveau à des niveaux, enfin, quand on regarde l'obligation américaine à 10 ans, on est sur des rendements autour de 3,5%. Je peux vous assurer que même en cas de hausse de taux, vous aurez un afflux d'investisseurs qui se repositionneront sur ces segments parce que voilà, c'est du jamais vu depuis 10-15 années. Et donc, on est très friand de ces produits-là. Et j'ai vu qu'il y avait une question notamment sur les fonds à échéance. Oui. On propose notamment une stratégie à échéance chez Carmignac. Mais c'est évidemment, voilà, c'est des environnements de marché qui vont être extrêmement porteurs. Nous, aujourd'hui, dans nos stratégies globales mix, on a une grosse partie d'allocation qui est justement exposée et investie sur le crédit et sur la dette souveraine. Et c'est clairement le gros moteur de performance pour 2023, là où les actions, voilà, il faudra être un peu plus prudent. Et au sein du crédit, en fait, il y a justement donc les obligations d'entreprise. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller justement chercher beaucoup de risques. On peut avoir du rendement intéressant également sur les obligations d'entreprise dites investment grade, donc les entreprises justement qui sont bien notées en fait. Donc pour le coup, on a quand même justement un ratio risque-rendement qui est plutôt intéressant à date en tout cas. Oui, quand on regarde le taux de défaut implicite en fait sur le crédit, il est aujourd'hui à des niveaux plus élevés que ce que le marché devrait indiquer. Et donc, c'est ce qui nous fait dire que la classe d'actifs intègre déjà beaucoup les risques de récession et on est bien récompensé, bien rémunéré pour ce risque porté via justement les coupons. Une autre question, Augustin, c'est avec l'ouverture de la Chine, l'inflation ne risque-t-elle pas de repartir à la hausse en raison de la demande? Alors justement, l'inflation globale, oui, elle pourrait repartir, elle pourrait avoir des facteurs de soutien, notamment sur les matières premières. C'est aussi pour ça qu'on est très positif chez Carmignac sur le pétrole en général, notamment sur le cuivre aussi, parce que la Chine est très gourmande en cuivre et en pétrole, donc c'est ce qui nous incite à être très positif à court moyen terme sur ces deux classes d'actifs. Pour ce qui est de l'inflation, ce qui est plus inquiétant à moyen long terme, c'est pas forcément la hausse de ces facteurs-là. Ce qu'on regarde plus précisément, c'est la hausse de l'inflation dans les services, parce que c'est ce type d'inflation qui est susceptible d'être persistant, et donc d'inquiéter les banques centrales. Donc, ce qui nous tient éveillés la nuit, c'est ça. Est-ce que cette inflation-là, est-ce que cette partie de l'inflation liée au salaire, notamment liée aux services, va baisser? Est-ce qu'elle sera persistante? Et parce que c'est vraisemblablement ce type d'inflation qui est susceptible d'inquiéter les banquiers centraux. On a eu hier une publication des salaires aux États-Unis, donc à 1% de hausse mensuelle, donc c'est légèrement en dessous de ce que c'était le mois précédent, donc ça va dans le bon sens. Mais c'est clairement ce type d'inflation-là qu'on regarde avec attention. D'accord. Autre question sur la Banque du Japon. Est-ce que la position de la Banque du Japon en matière de taux est soutenable selon toi? C'est une question de Laurent. Alors, Laurent, la situation du Japon, de la Banque du Japon n'est pas tenable, clairement. On va avoir une dynamique assez intéressante. On pourrait même avoir des développements cette semaine. Donc, Kuroda finit son terme en avril. Il a commencé, donc première historique pour la Banque du Japon, à
dévié. Vous saviez, il y avait une politique monétaire au Japon, donc accommodante, mais qui visait à maintenir les taux entre deux niveaux. Donc il a écarté cette fourchette de niveaux sur les taux, ce qui était une première historique. Et les marchés ont interprété ça comme le premier pas vers une normalisation de sa politique monétaire et un resserrement donc de cette politique monétaire. Et notre vue chez Carmignac, c'est que d'ici quelques mois et potentiellement avec l'arrivée du nouveau banquier central au Japon, on aura progressivement la fin de cette politique monétaire qu'on a eu pendant des années au Japon. Et à ce titre-là, on est très positif sur justement les taux d'emprunt japonais, mais aussi sur les bancaires, hein, parce que les bancaires japonaises, elles seront les premières bénéficiaires d'une hausse de taux au Japon. Donc, on regarde ça de très près également. Mais voilà, le Japon, c'est probablement une très belle histoire d'investissement pour les prochains mois et les prochaines années à venir. Alors, Augustin, on envisage 2 autres questions pour ne pas faire trop long. Donc, la première question est celle de Denis. Le CAC 40 a rebondi donc jusqu'à 7000. Trop tard pour profiter d'un rebond supplémentaire. Et donc, effectivement, malgré la baisse de l'inflation et la reprise modérée de l'économie, est-ce que justement, donc voilà, on va rester sur une configuration favorable à une poursuite du rebond des actions européennes et en particulier des actions françaises? C'est toujours compliqué d'arriver sur les marchés quand on a zéro exposition à un marché après une hausse aussi importante. La meilleure manière, ce serait soit d'y aller de manière progressive ou d'attendre un repli. En revanche, c'est sûr que c'est compliqué d'arriver à un moment où beaucoup de nouvelles positives sont déjà intégrées dans les cours. Voilà. Après, à long terme, il y a encore énormément de potentiel pour le marché européen. Voilà, on le disait, les perspectives de croissance s'améliorent. Nous, par exemple, dans le Carmignac Portfolio Grande Europe, on est sur des thématiques de long terme, donc des thématiques de croissance. Donc, c'est pas un fonds sur lesquels il est important de regarder forcément le timing de marché parce que voilà, c'est des entreprises qui sont vouées à générer de la performance sur de longues périodes. Donc voilà, on n'est pas des traders et donc si vous voulez une exposition à l'Europe, c'est peut-être une bonne manière de s'y positionner, enfin de la jouer via justement Carmignac Portfolio Europe. En revanche, voilà, si vous voulez trader le marché européen, voilà, j'ai pas de conseil à donner, mais c'est sûr que beaucoup de nouvelles positives sont déjà intégrées et peut-être attendre une meilleure entrée pour ce marché-là. Alors, une toute dernière question, Augustin, c'est sur Carmignac Émergent, par exemple. Quelle est la part que vous avez concernant l'Amérique latine? Donc, on a parlé de la Chine, pour le coup. Quid, justement, de l'Amérique latine dans, par exemple, Carmignac Émergent? Ok, question de Daniel. Ok. L'Amérique latine, ce qu'on aime, alors on aime beaucoup l'Amérique latine parce que c'est un marché extraordinaire qui bénéficie de la hausse des matières premières, qui a une consommation qui est en train qui continue d'être très intéressante, d'exploser. En revanche, chez Carmignac, on apprécie l'Amérique latine principalement via la dette émergente, pas forcément via les actions. Et aujourd'hui, on a pas mal de positions, notamment sur la dette brésilienne. Pourquoi? Et aussi la dette mexicaine. Donc, mais pourquoi? Parce que c'est des pays qui, comme je disais, ont été très en avance sur le resserrement de leur politique monétaire, beaucoup plus que les banques centrales des pays développés. Et aujourd'hui, on voit une baisse de l'inflation dans ces pays-là. Donc, on est sur des taux réels positifs, très attractifs dans ces régions-là. Et donc, on préfère se positionner sur la dette locale de ces pays ou sur la devise plutôt que sur les actions. Alors après, dans Carmignac Émergent, vous trouverez une bonne allocation à ces pays-là parce que, voilà, je vous disais, il y a beaucoup de croissance. Mais voilà, au global, je dirais que ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la dette de ces pays-là. Entendu. Entendu, Augustin. Merci énormément pour cet éclairage. Merci pour ces éléments. Cette session touche à sa fin. Merci, chers participants, d'avoir posé vos questions et merci à Augustin d'avoir apporté ses réponses. On vous retrouve le mois prochain
pour une nouvelle session justement donc, du point marché. Et puis entre-temps, on se retrouvera pour d'autres sujets d'actualité concernant Easy Bourse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite un très bon mois. Au revoir. Merci, Men. Au revoir.